Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance, n'est-ce pas, dans l'espace professionnel sur les métadonnées. Je suis Nadia Serayoko, c'est moi qui vais animer la séance. Aujourd'hui, vous entendrez justement Patrick Joly, qui est de la BTLF. On aura José Provençal, qui est du pôle C, et de Synapse C, pardonne-moi, et du pôle du quartier des spectacles. Et on a Gilles Herman, des éditions Septentrion, qui va nous parler d'un projet assez particulier. Je veux pas vendre le punch, Gilles. C'est quand même pas de divulgacheur quand on est au salon, n'est-ce pas, du livre. Vous vous rappellerez qu'il y a quelques années, on a parlé énormément de la découvrabilité, d'être trouvé, par exemple, via les réseaux sociaux, etc., via nos présences en ligne. Eh bien là, on va vous parler du sous-sol, je pense, de la découvrabilité avec les métadonnées, parce qu'être là, être visible, c'est une chose, mais avoir les bonnes données, être interopérable, avoir tout ce qu'il faut pour que chaque produit culturel, chaque industrie culturelle aussi soit découvrable et trouve son public, c'est autre chose. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, on va donc commencer par des présentations. Chacun de nos panélistes va faire une courte présentation, puis il y aura ensuite place pour une période de questions où on pourra échanger. Ça sera le temps justement d'aller plus en profondeur dans ces projets-là qui vous seront présentés aujourd'hui. Alors, je laisse la place justement à notre première présentatrice, José Provençal de Synapse C. Synapse C qui est dans le quartier des spectacles et qui est justement un organisme qui, je dirais, voué vraiment à la promotion justement de l'utilisation des données dans le secteur culturel. Voilà, bonjour à tous. Merci Nadia. Pour vous situer, Synapse C est aussi connu pour le nom Pôle sur les données massives en culture. Donc, vous comprendrez pourquoi on a changé de nom. C'est pas super sexy. On est un spin-off, si on veut, du quartier des spectacles, mais on est un organisme autonome du partenariat du quartier des spectacles. L'idée de Synapse C, en fait, a démarré par une démarche de mutualisation de données, donc de regroupement de données avec des organismes au sein du quartier des spectacles. Ça, c'était en 2016. Puis en 2017, en fait, il y a eu un projet de philanthropie de données avec, je ne sais pas si vous connaissez EMIA, l'entreprise EMIA, qui est ceux qui chapeautent Aéroplan. Donc, et avec EMIA, Ivado, une chaire de recherche, et les HEC. Donc, on a regroupé 20 partenaires du quartier des spectacles pour regrouper leurs données, données qui ont été anonymisées, pour justement nous amener plus loin, pour questionner nos données, pour faire en sorte que ces données-là nous amènent de l'information, qu'on puisse donner sens à ces données-là. Donc, évidemment, l'objectif, c'était, en se regroupant, d'avoir un peu plus d'impact, parce qu'évidemment, vous avez vos données au sein de vos organisations, mais vous êtes capable d'avoir un portrait, probablement, de vos acheteurs, du public qui lit vos livres, mais en joignant vos données avec, que ce soit d'autres éditeurs ou des données de librairie ou des données de bibliothèque, on est capable de pousser plus loin la réflexion. Donc, je parlais de données. Il n'y a pas de codage, là. Il y a des 1 puis des 0, mais c'est purement... c'est esthétique, voilà. Donc, dans les données, que ce soit à travers vos publicités, vos infolettes, le site Internet, votre service à la clientèle, vos médias sociaux, vos programmes relationnels, des sondages, des ventes, vous êtes capable d'atteindre votre public. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on regroupe ces données-là avec d'autres, que parfois on a l'impression que c'est nos compétiteurs, ils ne le sont pas forcément. Au quartier des spectacles, l'Opéra et l'OSM avaient l'impression qu'ils étaient compétiteurs, puis ont voulu vérifier en jumelant leurs données. Bien, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas vraiment compétiteurs, que le public qui va, par exemple, à l'Opéra est aussi le public qui va aller voir des comédies musicales. On voit le lien, ça donne du sens, vous voyez, on a regroupé ces données-là, on est capable d'en retirer du sens, mais évidemment, si l'Opéra, à elle seule, n'était pas capable de savoir avec ses données s'il était vraiment en compétition avec l'OSM,
mais c'est en regroupant leurs données qu'ils ont été en mesure de sortir ces informations-là. Donc, on est capable, avec nos données, en les regroupant, d'aller chercher de l'information, mais aussi d'amener un certain engagement avec notre public. Donc, de pousser plus loin cette information-là qu'on a sur notre public. Donc, à travers les transactions, on est capable de développer des relations, certaines affinités, comme par exemple entre l'opéra et les comédies musicales. Donc, à travers vos ouvrages, à travers les lancements, les ventes qui sont faites, que ce soit directement à partir de votre site web ou encore à même les librairies, ou encore ce qui est emprunté dans les bibliothèques. Est-ce que vous savez, vos livres, à quelle fréquence ils sont empruntés dans les bibliothèques? Ça, c'est des données qu'on pourrait croiser avec les données d'emprunt des différentes bibliothèques, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs au Québec, qui nous permettraient de recouper vos données avec les leurs pour aller chercher encore plus d'informations. Est-ce qu'on vend plus ou de livres de 200 ou de 400 pages? Est-ce que les formats poches sont vendus plus en ville, en région? On peut amener des suppositions, évidemment, mais on est capable aussi, en regroupant ces données-là, d'aller fouiller plus loin, d'aller donner vraiment le sens à ces données-là. Puis évidemment, dans une certaine mesure, on peut aller chercher l'expérience de notre lecteur. Donc, est-ce qu'on sait le nombre de... Là, évidemment, ça va dépendre des types de croisement de données qui va être fait, mais est-ce qu'on est capable de voir le type de recommandation qu'un lecteur peut faire? J'ai adoré ce livre-là, je te l'ai acheté. Ou, par exemple, est-ce que les groupes de discussion sont capables de... Est-ce qu'ils vont amener une plus grande diffusion de vos ouvrages? Donc, je parle de mutualisation, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, notre objectif à travers la mutualisation, c'est, je l'ai dit, d'améliorer la connaissance sur vos publics, sur vos lecteurs, mais de comprendre leurs habitudes. Évidemment, les achats, les emprunts, mais on peut aller plus loin, on peut aller à travers les livres qui sont vendus en ligne. Donc, on peut vraiment pousser ça plus loin, reconnaître les opportunités de collaboration. Bon, tout à l'heure, je vais rester toujours sur le même exemple, là, mais entre l'opéra et les comédies musicales, bien, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Ou, par exemple, entre une pièce de théâtre ou un film basé sur une œuvre, est-ce qu'on est capable de voir si le livre se vend plus avant ou après la diffusion d'un film ou d'une pièce de théâtre qui porterait sur un ouvrage? Ça, ce serait des choses qu'on serait capable d'aller retirer en mutualisant les données. Évidemment, on peut se comparer. On peut donner plus de sens à certaines données. Vous connaissez bien votre milieu, donc vous avez vos propres questionnements. Puis en ayant un bassin de données qui est assez large, vous êtes les mieux placés pour questionner ces données-là. Donc, ce qu'on fait, nous, au pôle, on est à Synapse C, il faudrait que je dise, que je m'habitue. Ce qu'on fait à Synapse C, on est un tiers indépendant. Donc, quand on reçoit vos données, elles sont anonymisées, évidemment, et on a nos regroupements. C'est à travers vos questionnements, vos interrogations qu'on va venir construire le sens à donner à ces données-là. Voilà, c'est pas une très belle phrase. Donc, on peut aussi en profiter, évidemment, pour en apprendre davantage sur peut-être des secteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Comme là, je vous parlais du théâtre ou des films pour pousser plus loin nos questionnements. Évidemment, ça ne vient pas sans enjeu, sans défi particulier. Évidemment, ça demande à collaborer. Comme je disais tout à l'heure, au départ, on peut penser qu'on est essentiellement des compétiteurs, mais comme je vous disais, il y a des informations que, évidemment, vous avez au sein de vos organisations, mais en les regroupant avec celles des autres,
on peut aller bien à l'avant de ce type d'informations-là et de savoir où et quand sont vendus ou empruntés vos livres, dans quelles circonstances. Est-ce qu'en automne, on vend plus tel type de livre en fonction de, je ne sais pas, est-ce qu'on vend plus de romans fantastiques? Est-ce que les gens ont besoin de s'évader davantage à l'automne? Il y a plein de croisements qu'on peut faire, pour être plus spécifique dans notre mise en marché, par exemple. Donc, je vous disais qu'on anonymise les données. Donc, on va avoir, par exemple, un code postal, mais on n'aura plus le nom de la personne qui a acheté le livre, par exemple. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes les mieux placés pour questionner ces données-là. Donc, on va avoir des objectifs ciblés et partagés. Donc, pour mieux répondre à vos besoins. Et évidemment, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Ce qu'on a fait au Quartier des spectacles, avec le groupe du Quartier des spectacles, on se rencontre à nouveau prochainement pour pousser un peu plus loin cette expérimentation-là. Le premier, c'était un projet pilote, donc c'était un peu boulimique, là. On avait plein de données, on avait peu de temps avec EMEA qui nous a prêté 120 analystes pour questionner toutes ces données-là. Donc, c'est allé dans bien des sens. Par exemple, il y a un groupe qui s'est questionné sur, on aimerait ça être capable de détecter les revendeurs de billets, par exemple. Ils se sont dit, bien, ça, c'est des gens qui achètent dès que le spectacle est affiché et qui achètent en gros. Donc, ils sont partis avec cette prémisse-là pour finalement se rendre compte que là où il y a le plus de revendeurs de billets, c'est à la Maison Théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez la Maison Théâtre, mais c'est un théâtre de jeunesse, c'est ça, exactement. Donc, en fait, ce n'était pas des revendeurs de billets qui achetaient des billets en gros et à l'avance, ce sont les institutions scolaires. Donc, là, on est parti un peu dans tous les sens. On avait vraiment envie de trouver des données. C'était pas forcément ce qu'on cherchait, mais donc c'était une expérimentation. Donc, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Bien, les opportunités, évidemment, il y a des décisions beaucoup plus éclairées en les regroupant avec celles des autres. Un potentiel de nouvelles collaborations, que ça peut être au sein même du milieu de l'édition, comme ça peut être à l'extérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, ça pourrait être avec un cinéma, ça pourrait être avec un théâtre, ça pourrait être, que sais-je, tout dépendamment de vos questions. La réduction des coûts, parce que chez Synapse C, c'est nous on est conscient que vous n'avez pas forcément une équipe pour pouvoir avoir une analyse des données qui va vous faire tout le nettoyage de vos données, qui va venir les interpréter, les rentrer dans un système dédié, qui va vous le mettre en tableau, en visuel. Donc, ça, c'est des choses que nous, on fait, qu'on peut faire à l'interne avec les groupes de mutualisation. Puis évidemment, bien là, on peut pousser plus loin. La créativité, c'est tout dépendamment des données que l'on va trouver, ça peut nous pousser à innover dans notre secteur, que ce soit à travers des collaborations ou vous-même à l'interne de vos propres organisations. Donc, j'y vais un peu vite. On n'avait pas beaucoup de temps, mais voilà. Donc, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur nos groupes de mutualisation, on en a actuellement, on en a 3. On a le Quartier des spectacles où là, on a des théâtres, des cinémas, on a des musées, donc on a vraiment un regroupement d'organisations. On a, avec le Conseil québécois de la musique, donc là, on a quelque chose de plus sectoriel, des organismes, des orchestres. OK? Et on a aussi un groupe qui est plus régional avec Culture Mauricie, donc qui regroupe là aussi des festivals, des théâtres, des musées. Donc, il y a plusieurs formules de mutualisation qu'on peut faire avec vous. Donc, si on peut faire quelque chose dans le monde de l'édition, on en serait très heureux. Donc, je vous invite à venir me voir à la suite, puis on pourra en discuter davantage. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Josée. Effectivement, je pense que les gens ont intérêt à connaître ce qui se passe là, du côté de Synapse pour aller soumettre des projets. Et là, on va parler d'un autre aspect. On entre encore plus, je dirais, dans le livre. Là, on est en général un peu dans la culture avec Patrick Joly qui va nous parler vraiment de ce qui se passe du côté de la BTLF.
J'étudie les lettres dans le bon sens. Oui, bonjour tout le monde. Patrick Joly, directeur général de la BTLF depuis maintenant 6 mois. Je vais parler, je ne ferai pas une présentation en bonne et due forme de la BTLF. Je vais plutôt mettre l'emphase sur certains points spécifiques avec nos produits, ce qu'on peut faire et nos produits et nos services. Concrètement, en quoi les métadonnées peuvent aider les différents intervenants de la chaîne. Mais je vais quand même vous donner un bref aperçu de la BTLF pour ceux qui ne connaissent pas la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. C'est une organisation au service des professionnels de l'industrie depuis plus de 20 ans. La BTLF est un leader dans l'implantation des normes internationales. Je vais lui revenir spécifiquement pour TEMA et BISAC et les SNI. La BTLF, on se définit un peu comme le pivot de l'intégration technologique de la chaîne du livre francophone au Québec. Et aussi, la BTLF, on joue un rôle privilégié. La BTLF est une création de l'ANEL, de l'ADELF et de l'ALQ. Donc, on est vraiment au milieu de la chaîne du livre, ce qui nous donne une position, une vision globale quand on parle de données. Notre mission est de contribuer à l'amélioration de la commercialisation des produits de l'édition en langue française au Canada et au Québec, de favoriser la promotion et encourager la commercialisation de des produits du Canada français et québécois à l'étranger, et aussi d'encourager, de favoriser les communications et la collaboration entre les différents intervenants de la chaîne. Je décris un peu la BTLF comme un hub dans l'industrie ou un point central, et ce point central-là nous permet d'assurer une bonne communication entre les différents intervenants. Notre principal, on a 2 produits, Memento, qui est notre catalogue en ligne, si on veut, notre base de données de métadonnées de titres francophones, qui est comme on dit, c'est le catalogue des produits. C'est une source essentielle à la fois pour les différents intervenants de la chaîne. Les libraires et les bibliothèques l'utilisent abondamment. C'est un outil de communication aussi entre les bibliothèques et les libraires. Les différents intervenants peuvent l'utiliser pour passer des commandes, pour faire des paniers, pour envoyer aux libraires et ainsi de suite. Et comme je vous dis, c'est un système aussi de panier virtuel pour envoyer directement des commandes. Dans notre base de données Memento, on a présentement à peu près 2,3 millions de titres francophones. Donc, ça regroupe la grande majorité de ce qui est disponible sur le marché canadien-français. Un des premiers, quand je vous disais, je prendrais des exemples concrets de ce qu'on peut faire. L'exportation et la récupération de données à partir de Memento, c'est un des aspects qui est très utilisé. Finalement, c'est en quoi est-ce que ça aide la commercialisation? Mais donc, les libraires et les bibliothèques peuvent importer les métadonnées nécessaires dans leur système de gestion personnel. Donc, les données, ils importent principalement, évidemment, des données commerciales dans leur système de gestion, au lieu d'avoir à les rentrer de nouveau, faire des erreurs, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc, on a une passerelle qui permet justement aux libraires et aux bibliothèques d'importer ces données-là. De notre côté, donc, on veut faciliter les transactions et on veut faciliter, donc, nos métadonnées on supporte différents formats d'export, évidemment, XML, Onyx, Mark 21. Là, on parle des systèmes de gestion comme Vigie, Alibi, Office, les systèmes de gestion des libraires. Donc, on est compatible. On a des modes de transmission compatibles avec ces logiciels-là qui permettent de facilement exporter nos données dans les systèmes de gestion. Ce qui permet, donc, lorsqu'on exporte une fiche, il y a un certain nombre de champs qui sont téléchargés automatiquement. Comme on peut voir, le titre, l'auteur, l'éditeur, collection, prix, date, disponibilité, évidemment, là, les données commerciales comme telles, distributeur, l'ISBN, évidemment. C'est un service qui est de plus en plus populaire. Si on essaie de regarder des périodes comparables, les 10 premiers mois de 2017, on avait il y avait eu 392 000 fiches d'exportées. Cette année, après 10 mois, on est à 562 000 fiches d'exportées, donc on va être à plus de 600 000 en fin d'année. Donc, c'est un service qui est encore de plus en plus utilisé, à la fois par les bibliothèques et les libraires. Et c'est un exemple concret où comment les métadonnées peuvent... comment nous, on peut aider, en transmettant les métadonnées, à faciliter la commercialisation des titres.
Le deuxième service qui est très utile et très utilisé aussi, c'est l'enrichissement web dans Memento, c'est-à-dire nos abonnés, ceux qui sont abonnés à Memento, ont l'option d'enrichir leur site web ou leur site transactionnel, leur catalogue en ligne en important, si on veut, certains champs. C'est principalement, évidemment, la couverture, le résumé, mais les différents champs qui peuvent... c'est un lien virtuel, là, donc c'est pas un téléchargement, mais c'est un appel qui se fait en temps réel du catalogue ou principalement du catalogue du libraire, dans certains cas, directement à la base Memento pour aller chercher ces différents éléments-là. Les plus populaires, c'est évidemment systématiquement les couvertures et les résumés, mais les libraires et les bibliothèques peuvent aussi utiliser ou enrichir leur site avec les tables des matières, quatrième de couverture, le feuilletage, et ainsi de suite. C'est un service plusieurs libraires l'utilisent présentement. Et aussi, il y a une très forte croissance au sein les différentes bibliothèques, le SQTD. Les 260 bibliothèques publiques qui sont regroupées au sein du SQTD utilisent énormément notre service d'enrichissement. Encore une fois, c'est une façon d'améliorer la promotion et de s'assurer que les sites des libraires, les sites transactionnels, ainsi de suite, soient à jour avec les dernières métadonnées disponibles sur leurs livres, sur les produits qu'ils offrent. Et bon, juste à titre d'exemple, on voit qu'en 2017, après 10 mois, il y avait eu 275 000 éléments. Ce n'est pas des fiches complètes, mais éléments qui avaient été enrichis ou qui ont servi à enrichir les sites. Et après 10 mois, en 2018, on est rendu à 307 millions. J'avais dit 307 millions d'enrichissement. Donc, c'est quand même un service, comme on peut voir, qui est très utilisé, là, que les utilisateurs aiment beaucoup. Donc, encore une fois, c'est un autre exemple où on utilise les métadonnées et on permet la diffusion des métadonnées pour améliorer la visibilité des produits. Je viens d'en parler. Un autre point sur lequel on est en train de travailler à la BTLF, c'est l'implantation de Thema et BISAC. C'est quoi Thema et BISAC? Je ne sais pas ceux qui connaissent, mais c'est des schémas comme on dit, des schémas de sujets descripteurs. C'est-à-dire, pour chaque livre, on va mettre un thème, un sujet spécifique au livre. Jusqu'à maintenant, chaque région, donc chaque pays, ou souvent chaque intervenant a ses propres schémas. Ce qui rend plus compliqué l'interopérabilité des bases de données. Il y a des standards internationaux. Le principal standard international maintenant qui est en train de croître et d'être installé, c'est Thema. Thema, comme je dis, ça a été créé, c'est un standard international multilingue, qui permet de plus facilement partager les métadonnées. Et Thema, ça a été créé par des éditeurs pour des éditeurs. Donc, c'est vraiment bien adapté principalement au milieu de la librairie. On va supporter Thema et BISAC. BISAC, c'est un autre schéma qui est disponible exclusivement en Amérique du Nord. Je pense qu'il y a peut-être une couple de places au Mexique qui l'utilisent aussi, mais en Amérique du Nord, c'est le principal schéma utilisé. Donc, pour nos clientèles, c'est important de pouvoir offrir des métadonnées qui sont bien compatibles partout en Amérique du Nord. Donc, nos outils, Memento et notre outil Gaspard, en 2019, on va compléter l'implantation de Thema et de BISAC. C'est certain qu'après ça, différents intervenants ont leur propre schéma spécifique et on développe dans ce temps-là des tables de conversion qui permettent de facilement adapter les métadonnées à vos besoins et à vos schémas particuliers. Donc, c'est ça. Comme on dit, l'adoption de ces schémas-là reconnus va permettre une plus grande découvrabilité des titres. Donc, une meilleure circulation des métadonnées, une meilleure découvrabilité. En bout de ligne, c'est ce qu'on cherche là, pour les titres. Et finalement, comme dernier point sur lequel on travaille, on est en train de travailler. La BTLF est devenue une agence ISNI depuis le 1er septembre 2018. L'ISNI, c'est quoi l'ISNI? L'ISNI, c'est un identifiant unique
pour pour l'industrie culturelle, le secteur culturel dans son ensemble. Dans notre cas, on va l'implanter, on l'utilise principalement dans le secteur du livre. C'est un identifiant pour les intervenants comme tel, le créateur, le graphiste, l'auteur, évidemment. Chacun va avoir son propre code ISNI. De notre côté, on est en train de faire une refonte de notre infrastructure pour recevoir toutes les métadonnées. Et on travaille souvent avec, pour un auteur, on a l'identifiant BTLF, il y a l'identifiant BANQ, il y a différents identifiants, ce qui rend ça souvent compliqué. On s'est dit, tant qu'à refaire notre infrastructure, on va adopter un standard, un identifiant unique, qui est beaucoup plus simple. Donc, on utilise l'ISNI. Et donc, ce qui permet, donc l'ISNI, ça va permettre aussi une plus grande découvrabilité ou de plus facilement retrouver certains titres pour certains auteurs et ainsi de suite, comme l'ISNI étant aussi une norme internationale. Donc, nos efforts à la BTLF sont d'adopter les différents standards internationaux pour nos métadonnées, justement pour améliorer la commercialisation et la découvrabilité. Et finalement, merci à nos partenaires, évidemment, le ministère de la Culture et de Communication, la SEDEC et Patrimoine canadien. Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, ce n'était pas la première fois que je voyais une présentation de tout. J'ai encore appris des nouvelles choses. J'ai même tweeté Théma pour que les gens puissent savoir quoi en faire puis où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Et là, on se rapproche encore plus du sujet. On va avoir peut-être même des exemples avec Gilles Herman, qui, lui, a fait quelques tests, entre autres, sur des couvertures avec Tami. Fait que c'est un peu de ça que tu vas nous parler, Gilles? Oui. Oui, il dit que oui. Alors, je vous avertis, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant. Il est en train de placer son affaire parce qu'on voit comment les métadonnées peuvent redéfinir comment on perçoit même les couvertures des ouvrages qu'on produit. Entre autres, merci beaucoup. J'aime ça arriver en fait après nos deux premiers intervenants parce qu'effectivement on est un peu en entonnoir dans cette présentation et on va regrouper un petit peu le même genre de thématiques. Donc le projet Tami, moi je suis directeur général et éditeur aux éditions du Septentrion, un éditeur spécialisé en sciences humaines, en histoire particulièrement. Donc autrement dit, on a beaucoup de livres de référence dans notre catalogue. Et donc la question de la gestion, comment je dirais ça, de la découvrabilité des contenus a toujours été primordiale pour nous autres. Hein, comment réussir à faire connaître vraiment la richesse de nos livres, de nos contenus, au-delà de simplement le nom de l'auteur, le titre du livre ou le quatrième couverture. Mes auteurs m'aiment pas beaucoup parce que moi j'aime beaucoup avoir des titres très descriptifs pour mes livres et des titres un peu plates. Hein. Souvent les auteurs aiment savoir des titres un peu plus poétiques, mais je dis, tu sais, quand tu fais une histoire de quelque chose, on va écrire Histoire de la Naudière, mais écris donc Histoire de la Naudière, c'est clair, là, plutôt que de dire quand le prix sera vert. Bon, c'est pas très descriptif. Et la quatrième couverture, qui est le texte finalement, le descriptif le plus courant utilisé sur les sites internet et qui va être utilisé aussi après ça en termes de découvrabilité, c'est un texte qui est souvent écrit pour, oui, décrire une œuvre, mais pas trop, parce qu'on veut quand même pas vendre tout le punch sur la couverture, puis on veut donner le goût de lire, mais sans en dire trop. Donc, il y a une espèce d'exercice un peu de cabriole là-dedans, dans la quatrième couverture, qui fait qu'on ne veut pas que ce soit le texte le plus descriptif au complet. On sait en fait qu'il existe beaucoup d'autres moyens de décrire un livre. Nous autres, on fait des livres de référence, donc on fait des livres avec des tables de matière, évidemment, assez détaillés, avec des index, avec des listes d'illustrations, des listes de sources, des bibliographies, on a des images avec des légendes, on a des notes de bas de page, bref, beaucoup de choses qui, finalement, donnent du contenu au livre. Donc, le projet Tami, c'était quoi? C'était de se dire, dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les œuvres elles-mêmes pour générer de la métadonnée et de la découvrabilité, plutôt que de rester en surface avec les données qu'on a déjà actuellement. Tami, c'est pour traitement algorithmique des métadonnées en imagerie sémantique. Je vous l'accorde, on l'a tiré un peu loin celle-là. Mais l'idée, c'était de passer un texte au Tami, c'est-à-dire vraiment de rentrer dans l'analyse de l'œuvre
pour aller en rechercher donc l'importance de la métadonnée. Bon, la métadonnée, rapidement, vous avez bien compris c'est quoi, hein, il y a la donnée un petit peu plus simple, le titre, l'auteur, le nombre de pages, le prix, etc. Puis la métadonnée, c'est des choses qui peuvent être un peu plus complexes, justement. Ça peut être de la géolocalisation d'une œuvre romanesque, ça peut être la description des personnages, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et on sait que plus on a, Patrick parlait d'enrichissement des métadonnées, donc plus on a de la donnée qui est riche. Évidemment, j'ai oublié de partir mon timer, je ne sais pas combien de temps il va me rester. Alors voilà. Donc plus on va avoir de la donnée riche et plus on sait que nos livres vont avoir des chances d'être découverts et surtout d'atteindre vraiment le lecteur qu'on avait visé à la base. L'idée du traitement algorithmique, qui génère aujourd'hui la métadonnée finalement? Dans le secteur des livres, c'est principalement l'éditeur qui est à la base. On est des éditeurs de livres. Moi, je dis souvent à la blague aussi qu'on devrait être des éditeurs de métadonnées et que donc on doit de plus en plus décrire nos livres. On n'a pas toujours les outils pour faire ça ou les outils les plus performants. On a la plupart du temps bien d'autres choses à faire. Fait que on est à la fois paresseux, voire même inconscient, parce qu'on décrit très mal nos livres finalement. Quand vient le temps de mettre une thématique, justement, comme Patrick disait, Théma, Balzac ou les autres codes qui existent, c'est des thématiques qui sont quand même assez complexes, devant lesquelles on ne sait pas trop comment réagir. Fait qu'on va en mettre une ou deux parce que c'est obligatoire. La thématique Balzac, par exemple, est obligatoire pour vendre les livres sur les plateformes américaines. Donc on va au moins en mettre une juste pour dire que notre livre il va être disponible sur ces plateformes-là, mais on ne se creusera pas la tête pour en mettre beaucoup, alors qu'en fait, on pourra en mettre beaucoup. Si je fais un livre sur, je ne sais pas, une biographie de Samuel de Champlain, évidemment, je peux mettre le champ, je peux dire que c'est une biographie, mais je pourrais aussi bien dire que c'est un livre qui va parler de géographie ou d'exploration ou d'autochtones. Il y a vraiment beaucoup de thématiques qu'on peut mettre sur un livre. Donc, l'idée de Tammy, là-bas, ça a été de se dire, l'humain, c'est un peu paresseux et très perfectible. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser des algorithmes, ce qu'on appelle pompeusement des intelligences artificielles, pour générer de la métadonnée? Et comment générer cette métadonnée? La générer à partir même du contenu des œuvres. Donc, c'est un projet collaboratif où on a fait appel à nos collègues éditeurs. Donc, on travaille actuellement outre avec Septentrion, bien évidemment, on travaille avec le groupe HMH, Édition du Boréal, Québec Amérique, Guy Saint-Jean et j'en oublie très certainement là-dedans, pour avoir un corpus de plusieurs milliers d'œuvres et avoir accès au contenu des œuvres proprement dit. Nous autres, on a accès dans notre projet au PDF, au WIPUB des œuvres, aux couvertures, aux métadonnées qui sont hébergées dans les plateformes. On a aussi comme partenaire deux marques qui hébergent donc tous les fichiers numériques et qui nous donnent accès à ces données-là. Et donc, c'est de voir quels sont les algorithmes qui existent déjà, qui ont déjà été développés dans d'autres contextes, de voir si on ne pourrait pas utiliser ces technologies-là pour générer de la métadonnée pertinente dans le secteur du livre. L'idée de Tammy, c'est pas de réinventer la roue, c'est pas de coder des algorithmes en tant que tels, c'est plus de mettre des outils ensemble et de faire de l'analyse de ces résultats-là finalement et de mâcher l'information pour voir comment elle peut être retournée après ça en métadonnées, retournée à la BTLF par exemple, retournée aux éditeurs et éventuellement aux libraires, etc. et dans les moteurs de recherche évidemment. Pour vous parler un peu plus concrètement du genre de trucs qu'on va faire, les premières expériences qu'on a faites, donc je travaille avec deux partenaires principalement qui sont Christian Roy, qui est un développeur à Québec, qui a sa compagnie BricsLab, qui est vraiment finalement celui qui fait toutes ces analyses et qui développe tous ces outils-là, et Clément Laberge, qui est sur le comité, on va dire, de pilotage, pour un petit peu discuter avec nous des orientations qu'on prend avec le projet. La question, par exemple, de la description des couvertures est un bon exemple pour vous expliquer ce qu'on veut faire. On se le fait souvent dire qu'en librairie, un client va rentrer et il va dire j'ai vu dans le journal en fin de semaine, il y avait un livre d'espionnage ou de guerre, puis il y avait un avion sur la couverture. Et puis là, lui, le libraire, c'est l'information qu'il a, là, puis il faut que soit il se souvienne ce qu'il y a eu dans le journal, puis à quel genre de livre ça pourrait se rapprocher. On voudrait qu'il retrouve éventuellement un livre de Jean-Pierre Charland, Les années de plomb. On voit qu'effectivement, il y a des aviateurs, des avions, etc. Ça pourrait être ce livre-là.
Est-ce qu'il y aurait moyen de décrire la couverture, en fait, d'associer des mots-clés, d'associer des thématiques à une couverture et que la recherche de couverture devienne une nouvelle façon, finalement, d'aborder une œuvre? On prend beaucoup de soin, comme éditeur, à faire de belles couvertures, mais dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui compris par les machines. Ce qu'il faut comprendre dans la métadonnée, c'est qu'on ne s'adresse pas à des humains, on va s'adresser à des machines. Il faut qu'on apprenne, nous autres aussi, à parler aux machines et à leur fournir du langage que les machines vont comprendre, que les algorithmes de recherche vont comprendre. Donc on a testé plusieurs algorithmes de description d'images, ce qu'on appelle du captioning. Ça existe déjà dans différents secteurs, l'imagerie médicale par exemple, ou ne fût-ce que Google, dans leur Google Images. Donc on a testé plusieurs algorithmes de description d'images pour voir, quand on lui lance beaucoup de couvertures de livres, quels sont les résultats qui vont en ressortir et est-ce que c'est fiable ou pas fiable. On a voulu aussi savoir si on était capable d'aller chercher les couleurs dominantes d'une couverture. Souvent on dit la couverture était bleue, rouge ou verte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher d'un algorithme pour après ça retourner et, par exemple, se dire on pourrait faire un moteur de recherche de couverture. De dire ça pourrait devenir un autre champ, un autre fil de recherche quand on cherche un livre, pas seulement la thématique, mais je me souviens que la couverture était rouge. Ou tu sais, quand on magasine des chaussures en ligne, on peut sélectionner, moi je veux voir juste les chaussures qui sont brunes, on pourrait voir, moi je veux voir juste les couvertures qui sont rouges, pourquoi pas. Mais ce genre de petites choses-là qu'on veut un petit peu tester, jouer avec et voir comment on peut retourner ça après ça dans l'industrie pour que ça serve à vraiment faire ressortir nos œuvres. On est vraiment en mode de recherche et développement dans notre projet, c'est-à-dire qu'on regarde comment ça fonctionne puisqu'on a des bons résultats ou pas. À date, on a plutôt des bons résultats, on est assez content quand même. Puis l'autre défi auquel on fait face, évidemment, c'est que la plupart de ces algorithmes sont développés en anglais. Et donc là, on a un petit défi d'interfaçage pour avoir une passerelle vers le français. Mais il existe aussi d'autres API qui permettent de faire la traduction automatique. Donc c'est des choses qu'on peut régler par après. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, alors ça c'est quelque chose que Christian nous a renvoyé en début de semaine, donc on n'a pas encore eu le temps de vraiment l'analyser, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc on est rendu actuellement dans l'analyse des textes proprement dit. Donc quels sont les algorithmes d'analyse sémantique, donc des algorithmes dans lesquels on donne 300 pages de contenu du livre au complet, puis lui, il va analyser ça, puis il va dire, voici les grandes thématiques qui ressortent de ton livre, voici comment je comprends ton livre, c'est quoi les mots les plus utilisés, c'est quoi les concepts, etc. Et de voir si, effectivement, on trouve que c'est pertinent. On teste actuellement deux outils pour faire ça. Là, je vous donne les résultats sur un outil, un livre publié auprès de l'Université de Montréal, qui est un de nos partenaires aussi. Le bonheur au féminin, donc c'est un essai sur finalement la femme, la place de la femme dans la société, dans la famille, et bon, sur une longue période. Donc on voit que les catégories qui sont devinées par les algorithmes, on est dans social institution, mariage, divorce. On voit dans les concepts aussi liberté, désir, connaissance, violence, amour, mariage, sentiment. Alors là, on a le madame qui arrive en dernier, on se dit bon. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. Ce qui est intéressant aussi, souvent les algorithmes, ils vont nous donner des pourcentages de validité de leur information. Ils vont dire ça, ce concept-là, j'en suis sûr à peu près à 95%, puis ce concept-là, j'en suis juste à 15%. Fait que nous autres, on peut se mettre après ça des seuils des seuils auxquels on dit en bas de tel pourcentage, on ne prend pas parce qu'on pense que ce n'est pas pertinent. Ça montre aussi que les intelligences artificielles, les algorithmes sont des outils, que ça ne va pas faire disparaître l'humain et puis il va falloir encore avoir une intervention, mais on va avoir des outils qui vont nous proposer des catégories plutôt qu'avoir à nous à se poser la question quelle catégorie on va mettre pour chaque livre. On va se faire proposer des catégories, puis tout ce qu'on aura à faire, c'est oui, oui, non, non, oui, non. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. C'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est de développer des outils qui vont nous permettre de faire ce travail-là de référencement de façon beaucoup plus efficace. Un exemple donc de mots-clés qui ont été cherchés aussi par le même algorithme. Alors on voit que dans ce cas-ci, les mots-clés, moi je les trouve moins pertinents. On arrive avec singe, viol et perroquet. Bon, je ne vais pas lu le livre, je vous avoue, mais je serais quand même bien surpris qu'on retrouve tant que ça ces mots-clés-là dans ce livre-là. Donc c'est ça, que ce soit important. Donc là, c'est ça. Il faut qu'on valide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, même chose pour la description d'image, je vous disais, on avait testé 6 algorithmes. Bon, on pourrait très bien se dire, celui-là est très bon pour définir une image, mais celui-là est plutôt meilleur pour définir un concept, celui-là est plutôt meilleur pour définir une couleur, etc. Donc, c'est de mixer un peu les outils. Si je reviens en arrière, par exemple, sur la troisième couverture, la lumière blanche, on a un algorithme qui est capable aussi, lui, de faire
de mettre des concepts sur la couverture. Fait qu'il voit l'image, bon, c'est sûr, il va nous décrire nuages et écœurs, mais il va aller amour, romance, ou liberté, ou des choses comme ça. Donc, juste à partir de l'image aussi, on peut commencer déjà à faire du classement, parce qu'on peut se douter que normalement, l'éditeur n'a pas choisi sa couverture au hasard. Pour revenir, excuse-moi, je vais un peu vite. Pour revenir sur les couvertures, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Puis, quand on parlait de croisement de données, lui, il me disait, par exemple, tu devrais penser à croiser les données des couvertures avec les meilleurs vendeurs. Puis, il dit, tu pourrais voir quel genre de couverture pogne le plus finalement. Et puis quand tu fais un livre dans une certaine thématique, comment tu dois réorienter tes couvertures. Donc c'est des outils après ça qui pourraient à la limite même être utilisés en amont en termes de création, quand on a le temps de réfléchir à un titre, quand on a le temps de réfléchir à des choses, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux, comment est-ce qu'on est supposé présenter nos choses pour notre propre lectorat, là, qui peut évidemment changer d'un éditeur à un autre. Je voulais finir simplement, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps là. Si je fais une recherche très simple dans Google, c'est quelque chose, une capture d'écran qui date d'hier ou d'il y a 2 jours, livre Radisson. Je suis très content de voir que Google trouve en premier résultat le livre que j'ai publié sur les aventures de Radisson. Comme quoi, ça montre l'importance des métadonnées et d'avoir un site internet qui est bien fait, parce que ça sort en premier. D'habitude, ça va être Amazon qui va sortir en premier. Mais ce que je vais montrer surtout, c'était la boîte qui est à droite. Vous savez, on a l'habitude de plus en plus de voir Google qui nous sort de l'information dans une boîte qui est à droite, ou des fois la boîte est en haut, que ce soit un film, que ce soit un disque, c'est un disque, de la musique. Ça, c'est des boîtes qui sont générées automatiquement par Google à partir de la donnée qu'il trouve et de la donnée qu'il pense la plus pertinente par rapport à la demande qu'on a faite. C'est aussi ça l'importance quand on parle de découvrabilité, c'est de générer assez de métadonnées pertinentes autour d'une œuvre pour qu'on se retrouve dans cette boîte-là et qu'on retrouve notre œuvre dans cette boîte-là et pas autre chose. Je suis content d'avoir comme mon livre qui sort en premier, mais reste qu'après ça, les recherches associées qui sont avec ce livre-là ne sont pas très pertinentes, puis ils ne présentent pas la couverture du livre en tant que tel, alors qu'ils pourraient la présenter, elle est disponible, mais on ne sait pas trop pourquoi Google décide de ne pas la présenter. Il y a des traductions du livre qui existent, alors pourquoi il ne les présente pas? Des fois, il va présenter le titre en français, mais il va présenter la couverture du livre en anglais, parce qu'il va donner une préséance, évidemment, à tout ce qui est fait en anglais, parce que, Google étant américain. Donc, voici un exemple très clair de c'est quoi la découvrabilité en bout de ligne, de générer de la métadonnée d'importance, pas juste pour, à l'intérieur du circuit professionnel, de se dire qu'on a des meilleures données, c'est vraiment pour le public qu'il a un meilleur accès à nos œuvres et faire ressortir nos œuvres quand quelqu'un veut les trouver. Petit aperçu de ce qu'on fait à Tami, encore bien d'autres choses que je pourrais vous expliquer. Le projet prend fin mars 2019 et je vous invite à suivre notre site internet tami.ca. Donc on est subventionné par le Conseil des arts du Canada dans le Fonds stratégie numérique. Je m'en aurais voulu de ne pas le dire. Et notre rapport de mission ou de projet, finalement, ce sera le site internet dans lequel on s'est engagé à retourner nos procédures, notre méthodologie, les outils utilisés, les bases de données, etc. Évidemment pas les œuvres en tant que telles. On s'est engagé auprès de tous les éditeurs partenaires que les œuvres qu'on utilise, on les détruit à la fin du projet pour ne pas les garder, évidemment. Donc suivez-nous sur tami.ca si vous voulez voir un petit peu l'évolution de ce projet-là. Merci beaucoup, Gilles. Ce que je trouvais fort intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit effectivement comment les intelligences artificielles aussi, quand on classifie bien les données, peuvent faire leur travail. Parce que l'apprentissage machine, pour que les machines apprennent des données qu'on met en ligne, il faut qu'on leur en donne pas mal puis qu'on puisse les faire travailler. Ce qui m'intéresserait, puis là-dessus, je ne sais pas si vous avez des questions après, là, je lance une première question, mais j'espère que vous allez intervenir vous aussi. On parlait de Google. Puis là, je me disais, est-ce que vous avez une idée, parce qu'on a parlé effectivement de l'ISNI, qui est un code interopérable, et est-ce que tout ça, ça peut être mis en lien avec quelque chose comme Google? C'est-à-dire qu'est-ce que Google devient plus facilement cherchable, va facilement plus découvrir nos œuvres si on réussit à trouver des systèmes de classification interopérables comme ça? Déjà, en partant, mettons, ce que je vous montrais, là, les boîtes qui apparaissent pour faire la présentation, Google a pris la peine de mettre une page Internet sur leur propre site pour dire que non, ils n'expliqueront pas comment ça fonctionne. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Donc, c'est leur propriété. Ils ne veulent pas nous expliquer c'est quoi le truc pour arriver là-dedans. Il reste que ça ne nous empêche pas de faire des essais. Effectivement, on voit que plus on documente et mieux on documente les œuvres, mieux elles vont ressortir quand on fait. Alors,
on se doute bien que Google moissonne largement avec ses petits robots, puis va chercher de l'information un petit peu partout. Donc il faut qu'on ait des sites Internet, des réseaux sociaux, etc., les plus documentés possibles. Mais effectivement, on a des réflexions à se demander sur comment, après ça, on pousse dans les moteurs de recherche de l'information qui est, comme je disais, plus machine, à savoir, ce n'est pas des pages Internet descriptives qui sont faites pour être lues par un humain, c'est des pages Internet qui sont faites pour être lues par l'algorithme. C'est ça, oui, effectivement, parce qu'eux aussi, ils ont des algorithmes et des algorithmes secrets, fait qu'on négocie avec ça. Puis du côté, justement, quand on parle de ce que vous parliez tout à l'heure, Patrick, là, justement, le théma, puis etc., comment est-ce que ça peut jouer? Je sais que ça joue sur la découvrabilité, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Comment est-ce qu'on peut aider nos œuvres à mieux ressortir grâce à ces outils-là? Ça joue sur la découvrabilité, mais ça joue aussi surtout sur... avoir des standards communs où lorsqu'on échange des métadonnées, des fiches sur un titre en particulier, si les différents utilisateurs, que ce soit les libraires, les sites transactionnels, ils ont des standards dans ce cas-ci, là, pour les schémas de référencement là, de sujets, descripteurs, d'avoir une norme internationale, c'est que ça permet de plus facilement que la même métadonnée ne soit pas spécifique à un site ou à un utilisateur, mais de pouvoir utiliser la même métadonnée sur différents sites et à différents endroits, là. Donc, Théma, c'est ça aussi l'idée à la base, c'est de dire, au lieu que chaque pays, chaque organisation ait son propre schéma, en avoir un qui est international et évidemment qui s'adapte aux réalités là, à la BTLF. On a travaillé avec un comité qu'on appelle le comité Théma au Québec, justement pour avoir des particularités du Québec qui soient bien inclus qui soient envoyés à Théma pour qu'on tienne compte de nos particularités. Oui, donc, parce que ça fait aussi partie de ça, hein, c'est d'inclure, comme on parlait de langage tantôt, comment les gens vont chercher les choses aussi. Pour être un peu basique, si je reprends l'exemple de histoire, ça peut signifier la science humaine, ou histoire, ça peut être un conte pour enfants. Donc quand quelqu'un cherche histoire sur Google, vers quoi on va le ramener exactement? Il faut que la recherche soit pertinente aussi. C'est vrai aussi, mettons, quand on est dans les catalogues de librairies en ligne, des choses comme ça. Donc effectivement, d'avoir un socle commun de vocabulaire, là, ça nous permet, quand on classifie, là, de savoir qu'on va se retrouver avec le bon livre. Moi, quand je regardais les statistiques de vente des livres en histoire, j'ai déjà vu Geronimo Stilton en premier. Je me dis, OK, il y a quelqu'un quelque part là, qui a fait un mauvais référencement. Qui a voulu faire un petit peu trop un peu trop rehausser sa découvrabilité jusqu'à peut être pertinent, là, des fois. Ça, c'est quand on en met trop un peu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, j'avais juste une question pour toi, Patrick, sur les thématiques dont tu as parlé, les croisements internationaux, etc. Je me demandais quelle était la part des thématiques plus nationales ou locales. Tu sais, mettons, je me dis, ici au Québec, tu as peut-être peuple autochtone. En Irlande, tu vas avoir histoire de l'Irlande, du mouvement indépendantiste, etc. Quelle est la part de l'international commun? Et je comprends tout à fait de la nécessité de l'interopérabilité et de la possibilité d'une couleur locale qui est pertinente pour les recherches du public qui s'intéresse à un sujet plus spécifique qui appartient à une communauté. Voilà. Oui, bien, si justement, il y a le Théma, il y a comme un socle international, si on veut, mais à ça, chaque région a ses particularités et, comme je disais justement pour le comité Théma Québec, il y a des efforts qui ont été faits pour pas développer un schéma différent, mais enrichir Théma. Donc, le comité Théma propose, on est dans ce processus-là, justement, là, à la BTLF, on a les résultats du comité, les trous, sur quoi le comité Québec s'est entendu, et on fait remonter ça à Éditeur, qui gère la norme Théma ou le schéma Théma, pour l'inclure dans le Théma global, si on veut. Donc, c'est comme ajouter des branches au Théma global. Merci. On a une autre question dans le fond. Voulez-vous faire circuler peut-être le micro vers là-bas? Oui, merci, c'était vraiment intéressant. Est-ce que vous avez prévu de faire des ponts entre Tamier et la BTLF pour que les éditeurs puissent
avoir plus de métadonnées, disons, au moment de créer une fiche, d'enrichir avec justement les métadonnées vraiment intéressantes dont parlait Gilles, peut-être via Tami, ou est-ce que vous êtes en discussion, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont se créer par rapport à ça? Alors oui, donc j'ai pas fait la liste de tous nos partenaires. Il y a évidemment la BTLF dans nos partenaires qu'on a déjà rencontrés. Il faut comprendre que Tami, c'est vraiment, on est en mode expérimental. On n'est pas une start-up en train d'essayer de créer une solution qu'on va vous vendre. Ça se dit, peut-être qu'on va le faire pareil, mais c'est vraiment pas ça l'idée. Donc, si les outils effectivement arrivent à des résultats concluants, parce que encore une fois, quand on fait de la R&D, on se donne le droit de se planter si ça marche pas. Mais pour l'instant, ça va bien. Si ça arrive, l'idée c'est de retourner ces outils-là aux éditeurs, et effectivement via des plateformes mutualisées comme la BTLF. Je veux dire, c'est pas chaque éditeur qui va se retrouver avec son petit outil chez lui. Là, on va l'implanter éventuellement si ça marche dans la BTLF pour, comme je disais, suggérer des thématiques, suggérer des mots-clés, etc., ou travailler auprès des distributeurs. En tout cas, on trouvera la formule, comment le faire. Ce qui est sûr, c'est que sur notre site Internet, nous autres, on va vraiment mettre comme résultat tout ce qu'on a utilisé comme outil, comment on les a utilisés, les résultats. Et si jamais on n'arrive pas à aboutir au bout de notre projet sur quelque chose de concret, d'autres pourront reprendre la balle au bond puis le poursuivre. Mais pour répondre à ta question plus précise, oui, c'est sûr que notre objectif final, c'est de retourner le maximum de données auprès des éditeurs qui participent. D'ailleurs, s'il y a des éditeurs qui ne participent pas et qui se disent « pourquoi pas moi », c'est parce que là, on a commencé à travailler avec quelques éditeurs. On est allé avec ceux qui avaient le plus de livres numériques, mais on va étendre éventuellement la recherche et le projet au maximum d'éditeurs. Et on verra bien, écoute, avec la BTLF, s'il y a lieu ou pas d'implanter des outils suite à ça. Oui, très bonne question. Oui, on a eu différentes rencontres déjà. Évidemment, c'est un projet qui nous intéresse énormément. C'est sûr qu'à la BTLF, on a des objectifs à court terme qui sont de s'assurer que les métadonnées actuelles sont bien, circulent bien et tout. Mais évidemment, il faut qu'on voit en avant. Et c'est exactement le genre de projet qui font partie de dans notre roadmap, qu'on pourrait dire. Là, évidemment, un peu plus loin de suivre les évolutions. Et si on peut participer, fournir des données ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on veut travailler avec des initiatives comme ça pour rester à la fine pointe là, de la technologie. Oui, parce que c'est ça la question. Hein? À partir du moment où on veut que tout le monde ait des systèmes interopérables, ensuite, il faut qu'on s'entende sur comment est-ce qu'on va classifier l'information, puis qu'est-ce qu'on va utiliser comme vocabulaire là-dessus. Moi, je rebondirais là-dessus. Vas-y, Josée. Nadia. Oui. Étant donné que, comme je vous parlais, nous, notre objectif, c'est d'être le tiers qui mutualise vos données. Je trouve ça le fun que je suis placée au centre. Là, dans ça puis on est déjà en discussion justement avec la BTLF parce qu'il y a clairement des éléments qu'on peut faire ensemble. Donc, si vous êtes intéressé à créer un groupe de mutualisation au niveau de l'édition, il y a vraiment quelque chose à faire pour que ce soit en découvrabilité et autres. Oui, donc, parce que les deux vont être juxtés. Puis là, c'est ça que c'est intéressant parce que vous êtes spécialisé en culture, en fait. Oui. Fait que là, si les gens vont vous voir avec un projet, on peut commencer. Moi, je vois toujours des opportunités là, dans ça. C'est tellement fun. C'est ce qu'on est en train de faire là, actuellement. Oui, là, exactement. Oui. Je pense qu'on est en train, là, je pense, d'organiser ça. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle, des gens qui ont des choses particulières? Luc? On parle de la notion de hub, dans le fond, de centrale. Mais la vision de l'éditeur, c'est souvent que le hub est quand même un sous-ensemble. Si tu regardes la BTLF, oublions les données textuelles, prenons l'image. La BTLF va se servir de mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, mais d'un fichier minuscule de 600K qui est à peu près utilisable nulle part ailleurs, alors que l'éditeur, lui, doit produire une multitude d'autres fichiers et que souvent, le besoin en termes de hub, c'est que moi, j'ai besoin d'une place pour mettre un fichier TIFF de 50 MB que je vais savoir qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir m'appeler pour dire « je veux plus gros que ça ». Puis après ça, avoir des conduits pour dire « je suis capable de servir à Apple à 1400 pixels, je suis capable de servir tel autre ». Et ça, actuellement, les multitudes de silos qui se disent « nous, on est le hub », vous êtes juste, pour nous, des points à servir. Là. Puis le vrai hub, c'est l'éditeur qui l'a chez eux, avec dans son fichier, avec les 8 fichiers, le fichier de la BTLF qui commence par un L, le fichier pour mon monteur, etc. Alors, d'avoir un vrai hub où tu dis à tout le monde, va là, en fait, tu ne m'appelles même pas, tu sais que tout ce qui est disponible est là. Le problème, c'est que là, on est dans des données qui deviennent un peu propriétaires parce que la BTLF, dans le fond, pas personne qui peut se brancher là-dessus et aller siphonner tout ça, t'sais.
parce que c'est un modèle économique derrière. Fait que d'avoir quelque chose plus open source ou à quelque part, on est capable de donner des données vraiment brutes, capable d'alimenter tout le monde, plutôt de dire, moi, je vais créer un hub pour ça, un hub pour ça, pour ça. Bien, à la fin, c'est moi le hub qui vous nourrit. T'sais. Avoir un jeu de données, finalement, du domaine du livre, là, qui soit là. Plus ouvert, plus, je dirais, macro, dans le sens que l'information est... Tu sais, ce qu'on regarde, même sur le plan textuel, ben, les distributeurs ont déjà tous les textes, dans le sens que les distributeurs existent déjà, ces textes-là existent. Si quelqu'un veut, dans le fond, faire le traitement, ça serait déjà là. Là, actuellement, du point de vue de l'éditeur, c'est à chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant, c'est pas quelqu'un qui nous sert, c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri. T'sais. D'accord. Oui, Patrick. Bon, j'espère que je vais répondre à votre question, ou en tout cas une partie de votre question. On entend ça souvent des éditeurs, puis on comprend là, ce qu'on fait présentement avec la refonte de notre outil pour recevoir les métadonnées. C'est ce qu'on est en train de faire pour se donner beaucoup plus de flexibilité. Et une des choses qu'on veut offrir aux éditeurs, peut-être une primeur, là, mais en tout cas, c'est quelque chose sur quoi on travaille. Là, il n'y a rien de finalisé, mais on sait que c'est un besoin de dire fournissez vos métadonnées à une place. Et nous, si on peut vous aider après ça, les redistribuer à différents endroits pour vous simplifier la vie, simplifier les différents intervenants, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas nécessairement la capacité technologique de faire ça, mais dans les prochains mois, on va avoir la capacité de dire envoyez-nous vos données, et après ça, on va être capable de les renvoyer aux différents intervenants pour pas que vous ayez à le faire 7 fois la même opération. C'est sûr qu'il va falloir qu'on travaille avec les éditeurs pour savoir exactement comment on peut faciliter votre vie, mais le but de notre refonte de la technologie, c'est entre autres de pouvoir faire ce genre de service-là. Je pense autant il y a un défi technologique qu'il y a un défi sur le plan du modèle économique, parce qu'actuellement, vous, quand vous allez avoir les données, on dit, finalement, pour des modalités de financement, j'ai besoin, dans le fond, que vous payiez pour ces données-là. Finalement, l'usager final va dire, vu que je ne veux pas payer à BTLF, toi, l'éditeur, fournis-le-moi, ces données-là. Fait que tant qu'on est dans un modèle comme ça, je pense que ça va être difficile de réussir à jouer ce rôle-là. Il y a un défi à la fois technologique, mais à la fois sur le plan du financement, il me semble. Puis j'imagine qu'on va avoir un défi pour les licences aussi, que ce soit des creatives ou enfin quelque chose comme ça. Gilles, tu voulais réagir à ça? Oui, je voulais réagir à ça. Premièrement, merci Luc de me donner raison quand je dis que l'éditeur est paresseux. On ne veut pas gérer 50 plateformes, tu as raison. On veut gérer une plateforme, c'est parce que c'est effectivement beaucoup d'énergie dépensée à recopier à l'infini ou à répondre à des demandes pour avoir de l'information. Puis juste avant le début de la table ronde, j'ai dit à la blague à Patrick, sur quoi on va se chicaner aujourd'hui. Fait qu'on a trouvé un sujet. C'est effectivement quelque chose qui est central autour de la BTLF, c'est la question de l'accès gratuit ou l'accès libre à la donnée, qui n'a pas encore été réglé à ce que je sache. Alors je pense que tu ne donneras pas de réponse non plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose effectivement dans l'industrie, on questionne encore beaucoup sur jusqu'à quel point on peut rendre cette donnée-là disponible, ne fût-ce que la donnée québécoise. Parce qu'après ça, il y a un enjeu, tu le sais, par rapport au Québec puis à la donnée française, qui vient d'ailleurs, là, qu'on ne génère pas nous-mêmes. Oui, je ne sais pas si on va se chicaner aujourd'hui, là, mais... Vous allez avoir des questions. Il y a des enjeux, c'est certain. Après ça, c'est sûr qu'il y a des... créer de la donnée, il y a quand même des coûts et tout pour la traiter. Il faut trouver le bon moyen de financer ça. Nous, on est ouvert à regarder différents modèles, c'est certain, là, mais à la base, c'est que à ce service-là, si il y a des salaires de la technologie à payer, c'est sûr que si on peut diminuer les coûts au maximum pour rendre service, c'est ce qu'on voudrait. Ah, OK. Alors, il semble malheureusement qu'il va falloir que vous alliez discuter ça dans un espace public quelque part au salon pour pouvoir continuer la conversation, parce que je pense qu'on n'a pas fini. J'ai vu José aussi qui réagissait, là. Alors, je vous remercie. Je remercie nos panélistes, Patrick Joly, José Provençal et Gilles Herman. Oui, tout à fait. Bonne main d'applaudissements. Et j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Hein. Il y a des projets qui ont été lancés là, avec Synapsé. Et je pense qu'il va y avoir encore bien des discussions là-dessus. On va probablement se recroiser, groupe, bientôt. Merci tout le monde.